À Montréal, le 9 août 1906, Antoine Toutan est mortellement blessé par une machine roulant plus vite qu'un cheval au trot. Le responsable du premier accident d'automobile au Québec fut envoyé en prison. J'avais envie de partager l'information. J'ai découvert un livre dans ma bibliothèque, puis il y avait cette information-là, puis j'avais envie de faire un petit clin d'œil au passé. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui ont été voir le podcast, qui m'ont envoyé un message, qui ont liké, qui ont partagé, écoute, qui m'ont envoyé des courriels, qui m'ont écrit sur LinkedIn, qui m'ont envoyé un message sur Messenger, toutes les gens qui ont entré en contact avec moi là, pour me dire que le projet était vraiment cool puis que ça les intéressait. Il y a tellement de personnes que ça intéressait que ça intéresse encore là, de participer au projet. Puis tous ceux qui m'ont envoyé un message pour me dire « Oh wow, bonne continuité, bravo pour l'idée », toutes les gens qui ont participé, là, que ce soit juste de me dire allô, juste de me dire que c'est cool puis que je sais même pas comment remercier tout ce monde-là. Je sais même pas comment que je suis sans mots. Pour vrai, je suis reconnaissante parce que, tu sais, quand t'as une idée, ça se passe dans ta tête. T'as pas l'idée de comment ça peut... comment les gens peuvent réagir. Puis là, ben, vous avez réagi tellement de façon positive puis de façon... écoute, c'est malade, je comprends même pas. Tu sais, ça a l'air tellement têteux, tellement inquiétant, mais c'est vrai, là, c'est vraiment ça qui arrive. Même encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a proposé quelque chose, puis qui touche pas à la carrosserie, mais qui a quand même rapport à l'automobile, puis c'est incroyable. J'ai hâte de présenter ça à tout le monde. J'ai hâte de vous montrer ce que c'est. Moi, j'ai découvert ça. Ça a été une découverte là, pour moi aujourd'hui. Sûrement qu'il y en a qui connaissent ça, là, mais moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. J'ai commencé à aller voir parce qu'il m'en a parlé, puis oh my god, je pense que j'ai découvert un autre bête, là. J'ai découvert quelque chose de vraiment cool, mais j'ai surtout découvert des gens passionnés, puis c'est ça le but du podcast, c'est de voir des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Je sais pas si je sais pas encore si ceux qui sont dans ce que j'ai découvert aujourd'hui en font un métier. Peut-être, sûrement. Moi, j'ai découvert des gens que c'est leur passion. Fait que c'est la personne qui m'en a parlé, c'est quelqu'un qui travaille dans l'automobile, qui travaille en carrosserie justement, mais que ça, c'est une passion pour lui. Puis j'ai hâte de vous la faire découvrir. Là. J'ai hâte de montrer ça. C'est cet été. J'ai hâte d'aller voir ça. J'ai hâte d'aller essayer de faire du contenu avec eux autres parce que écoute j'ai parlé à deux personnes là, puis ça avait l'air vraiment cool, puis je pense que ça pourrait intéresser bien du monde. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Merci à tous ceux qui m'ont écrit. Encore une fois, je le sais que tout le monde dit ça là, mais tu sais, quand tu as un projet comme ça, t'as pas idée de ce que ça, puis je me répète là, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Puis là, c'est plus grand que ce que j'imaginais. Là. Genre, j'avais pas pensé à ça. Là. Il y a même un article dans l'autosphère. Tu sais, je sais pas la proportion de gens là, qui vont lire les revues, mais ça se passe sur Internet, cette revue-là. Puis il y a une revue là, qui m'a approché, il y a quelqu'un, Michel, qui m'a envoyé un message, un courriel pour me dire... ben, j'aimerais ça parler du podcast dans la revue. Puis finalement, j'ai découvert une autre personne incroyable, super à l'écoute, super... Il a exactement compris ce que je voulais faire avec le projet. Puis il a fait un article incroyable. Si jamais ça vous tente d'aller lire, là, vraiment, ça va toucher vraiment droit au cœur, là, ce qu'il a écrit. J'étais sans mots, là, je le disais, puis j'avais le smile fendu jusque-là. J'étais comme... voir que c'est... Mon projet, il est déjà rendu là, tu sais, que ça a eu cet impact-là. Écoute, je pense pas révolutionner le milieu, là, c'est pas ça le but, là. Le but, c'est vraiment juste de mettre la lumière sur tous les métiers, de tout ce qui gravite dans la carrosserie, puis d'aller chercher les jeunes, puis à date, c'est wow, là. Fait que c'est ça, merci pour ça. J'en viens au deuxième épisode, dans le fond, j'avais envie de parler du métier d'estimateur. Puis quand j'ai eu l'idée, j'ai croisé par hasard
Sylvain Levasseur, qui était le premier estimateur chez La Capitale Assurance. Je l'ai croisé dans un stationnement du Rona. J'ai eu besoin d'aller là, puis je l'ai croisé une première fois dans le magasin, puis il était tellement concentré que... Puis moi, j'étais comme dans la file d'attente là, de la caisse, fait que lui, il était concentré dans ses achats, fait que j'ai même pas osé le déranger, je l'ai laissé passer, puis tu sais, c'est correct, tu sais, je le saluerai une autre fois. Puis là, après ça, j'étais arrivée dans le stationnement, puis là, j'ai embarqué mes trucs dans l'auto, puis il a repassé à côté de moi, puis là, j'ai fait comme... Ah, plus concentré, là, je peux lui dire bonjour. Fait que j'ai dit bonjour, monsieur Levasseur. Puis là, il s'est retourné, puis hey, salut, ça va? Puis là, on a commencé à jaser. Puis j'ai su qu'il venait de prendre sa retraite, là. Ça fait comme 2-3 ans là, qu'il avait pris sa retraite. Puis j'ai été surprise parce que, my God, qui est jeune, tu sais, il a pris sa retraite à 58 ans, là. C'est très jeune, là. Puis... c'est ça, fait que là, j'ai resté surpris. Puis moi, j'avais déjà l'idée du podcast. Puis là, je me suis dit, il faut tellement qu'il embarque dans le projet, il faut tellement que j'y en parle. Fait que j'en ai parlé, puis tout de suite, il a embarqué. Tout de suite, il m'a dit, ben, prends mon numéro de téléphone, puis ça va me faire plaisir d'embarquer, ça va me faire plaisir d'aller jaser avec toi. Puis là, ben, ça a eu lieu, ça s'est fait. Fait que j'étais vraiment contente en plus du résultat. J'étais contente de sa participation, mais j'étais contente des sujets qu'on a abordés. Parce que c'est pas des choses qu'on a le temps de jaser avec les évaluateurs routes quand on passe. Tu sais, quand on est dans l'atelier puis que l'évaluateur passe, on va surtout parler du dossier à laquelle il vient, tu sais. Puis on jase un peu, tu sais, on apprend à les connaître en général à force que le temps avance. Mais là, j'ai eu la chance d'avoir un autre genre de discussion avec lui. Puis j'ai tellement apprécié le moment, là, j'ai tellement apprécié de vivre ce moment-là, cet événement-là. Tu sais, pour moi, ça a été marquant. Là. Ça a été quelque chose que j'ai vraiment apprécié, puis je vais m'en souvenir vraiment longtemps. Surtout le fait qu'il n'est plus dans le milieu, puis que, tu sais, il était tellement passionné, puis ça paraît encore aujourd'hui, tu sais. Même s'il a fait ça pendant 35 ans, ça fait quand même 2 ans qu'il est décroché, tu sais. Puis il m'en parlait encore comme s'il avait 2 pieds dedans, là, tu sais. Tu le vois que le gars, il est vraiment passionné, là. Puis j'espère que ça va avoir fait découvrir le milieu le métier d'estimateur, en fait, parce que lui, il était là au départ, tu sais. Puis j'avais envie de partir avec quelqu'un que ça faisait longtemps qu'il avait fait ça, parce que je voulais aller fouiller un peu dans le passé puis savoir comment ça se passait avant. J'aime ça, j'aime ça faire ça, tu sais. Puis, c'est ça. Puis j'ai eu la chance, là, de faire cet épisode-là au studio Guérilla. Je suis tombée par hasard sur cette annonce-là. En fait, je l'ai trouvée sur Marketplace. Vraiment bizarre parce que quand j'ai eu l'idée, là, ben c'était exactement ça. Dans le fond, je voulais vraiment faire ça dans un studio, mais je voulais vraiment ce genre de studio-là. Je voulais la table noire, je voulais des chaises, je voulais qu'on soit assis autour d'une table parce que j'adore être assis autour d'une table avec un café, la télé, les LED. Tu sais, c'était vraiment l'idée de base que j'avais. David a pris, c'est fou là, parce que lui, il lance l'idée du studio, puis du studio de podcast. Je pense que je suis dans les premières, là, tu sais, qui va capter son podcast à cet endroit-là. Puis on dirait qu'il a pris ce que j'avais dans la tête puis qu'il l'a fait, tu sais. Fait que nos idées se sont croisées puis ça a donné cette collaboration-là. Mais pour vrai, là, si jamais vous avez des projets dans ce genre-là, mais ils font plus que cela. Attends, je vais vous le dire, là. Si vous avez genre production vidéo, photographie, montage, enregistrement sonore, podcast, location de studio, location d'équipement, sont vraiment professionnels. La collaboration était écœurante, là, tu sais, le gars il était à l'extérieur, puis on se parlait, c'était super simple, c'était j'ai adoré leur collaboration, puis j'espère pouvoir retourner faire des podcasts à cet endroit-là, tu sais, souvent là, parce que je me sentais bien. J'étais arrivée là-bas, je me suis installée, c'était vraiment, j'adore, c'est vraiment, il y a vraiment le même thinking que moi, j'adore ça. Première plug, deuxième plug, je vous dis le nom de l'entreprise parce que je n'ai pas une bonne mémoire. Go Lettrage. J'ai fait faire du lettrage pour les bocs de bière puis pour les tasses. Mais pour vrai, là, si jamais vous avez autocollant, attends, je vais vous le dire.
murales décoratives, plaques personnalisées, des roll-ups, des skins pour les snowboards, les skis, des toiles d'artistes, des bannières, des décalques autocollants, des affiches. Tu sais, si vous voulez faire des collants là, pour mettre sur vos coffres à outils ou vos garages, n'importe quoi, vous voulez faire, pour vrai, allez les voir. Là. Leur matériel est hyper résistant. C'est vraiment une bonne qualité, là, leur matériel. Puis le service est incroyable. J'étais arrivée là la première fois, j'avais pas de logo, j'avais pas d'écriture, j'avais un nom, c'est tout. Le propriétaire, c'est lui qui était là. Il a compris direct qu'est-ce que je voulais. Il m'a sorti quelque chose, clac, clac, clac. Ça a pris 30 secondes d'écart, c'était imprimé. J'étais comme, c'est facile, c'est simple. C'était vraiment génial. Puis, tu sais, la personnalité est là. Puis là, je suis retournée une deuxième fois pour aller faire les tasses. Puis, je pense que c'était son gars. Mais si c'est pas son gars, c'est un employé. Mais son gars était là. En tout cas, je sais que ces gars sont là-dedans, là. Mais le gars qui m'a servi, là, oh my God, tiens. Je l'ai tellement aimé, là. Il est jeune, il est dynamique, son attitude est incroyable. Je sais pas, j'ai oublié de lui demander son nom, mais j'ai dit que je parlais de lui, puis je vais leur envoyer un message pour le lien du podcast pour qu'ils voient ce que je parle de lui dans l'intro, parce que si c'est pas... Je veux que ton boss, il voie que mes commentaires face à toi, parce que, sérieusement, tu m'as fait capoter. J'ai vraiment aimé ton service à la clientèle. T'es à la bonne place, là, tu sais. Au niveau de ta technique de travail, ton service à la clientèle, la façon que t'es, l'attitude que t'as, pour vrai, là, genre, t'es incroyable. Je t'adore. Donc, c'était les plugs que je voulais faire parce que j'y tenais, là, c'est vraiment deux entreprises qui m'ont vraiment fait avancer, là. J'ai adoré collaborer avec eux. Puis, je souhaite de tout... C'est sûr que si j'ai quelque chose dans ce genre-là, dans leur service, c'est sûr que je fais affaire avec eux. Puis c'est pour ça que je vous en parle. Donc, c'est pas mal ça pour l'intro. Je vous laisse consommer le podcast pour l'évaluateur. Puis si jamais il y a quelqu'un que vous connaissez ou si jamais vous avez entre les mains les livres Mitchell qu'on va parler dans le podcast, là, les livres d'estimation, les espèces de grosses briques là, qu'eux utilisaient dans l'époque, là, s'il vous plaît, écrivez-moi. J'aimerais tellement ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu, puis j'aimerais vraiment ça, les voir qu'est-ce que ça avait l'air. Puis en même temps, ben, je pourrais peut-être, si je peux, là, prendre des photos puis montrer au monde ce que eux faisaient avant. Tu sais, il y avait genre des espèces de bibles grosses de même là, qui traînaient là, avec eux autres. En tout cas, vous allez voir dans le podcast. J'aimerais vraiment ça pouvoir leur toucher. Puis les voir, là, voir qu'est-ce que ça avait l'air. Ça a piqué ma curiosité. Donc, sur ce, bon podcast. Merci! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Spot la carrosserie. Aujourd'hui, j'avais envie pour le deuxième épisode, en fait, j'avais envie de parler du métier d'évaluateur parce que c'est un métier qui est vraiment en demande présentement. On a besoin de relève, puis on avait envie de mettre la lumière justement sur ce métier-là parce que c'est vraiment un métier qui est important là, dans le milieu de la carrosserie, que ce soit du côté de l'atelier ou de l'assureur. C'est vraiment un métier qui est en demande et qui est nécessaire pour la production, pour l'atelier, pour le contact avec le client aussi. Et j'avais envie de parler de ce métier-là avec quelqu'un qui a été là depuis de nombreuses années. En fait, c'est Sylvain Levasseur qui a été évaluateur pour la capitale pendant 35 ans, à l'emploi du même assureur pendant 37 ans. Et j'avais envie de discuter avec lui de comment c'était à ses débuts pour qu'on puisse faire dans la chronologie des choses, l'évolution du milieu, l'évolution du métier, pour qu'on puisse par la suite jaser avec des évaluateurs qui sont là présentement, puis qui, eux, ont sûrement une autre réalité que celle que Sylvain a eue au départ. Donc, on va pouvoir avec lui voir l'évolution là, de ce beau métier-là qui est l'évaluateur. Donc, Sylvain, merci. Ça fait plaisir. Merci d'être là parce que t'es un des premiers à qui j'ai demandé de faire le podcast avec moi parce que moi, je te croisais dans les ateliers puis t'étais une référence au niveau de l'estimation. T'étais vraiment un évaluateur qui
qui avait une bonne réputation là, dans le métier. Puis j'avais envie de jaser avec toi parce que, justement, à cause de la transparence de ton travail et la droiture de ton travail que tu faisais, c'était, tu sais, tes estimations étaient toujours impeccables. Il y avait des suppléments, ça se réglait tout de suite. Tu étais vraiment quelqu'un de fort là, au niveau de l'estimation. Puis j'avais envie que tu nous expliques ton parcours, comment c'est arrivé, là, tout ça, dans ta vie et tout. Là. Donc, pour commencer, comment la carrosserie est arrivée dans ta vie? Ben disons, moi, j'ai toujours été attiré par l'automobile. Okay. J'étais passionné un petit peu par ça. Okay. Et puis, je te dirais, à la fin de l'adolescence, là, comme tout le monde, je commençais à avoir un auto et puis on était tellement bon volant, des accidents, etc. Je travaillais un petit peu sur mes autos pour les réparer. Et puis par la suite, j'ai eu un accident plus majeur aussi que j'ai dû faire affaire avec l'assureur. Okay. Et quand le type a fait l'estimation sur mon véhicule, j'ai dit « Oh, wow! Ça m'intéresse. Ça vient me chercher. » Puis j'ai dit « Il rencontre des gens tous les jours. Il reste dans l'automobile. » J'ai dit « Ça, j'aimerais ça. Nice. » Et ça a fait que, OK, si j'ai regardé les portes, tout ça, et quand j'avais l'intention de m'en aller là-dedans, il est arrivé la loi de l'assurance automobile du Québec, aussi que c'était supposément des centres d'estimation du gouvernement, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. C'est quelque chose qui est arrivé dans le marché et qui est disparu. Okay. Fait que j'avais comme mis un petit peu le côté estimation de côté. J'ai dit, je vais continuer ma carrière en assurance, puis je verrai où ça va me mener. Mais une fois que j'ai eu les deux pieds dans l'assureur, je me suis aperçu que les centres d'estimation, il n'y avait pas juste ça, puis il y avait une possibilité d'avoir des estimateurs automobiles. Alors, et la capitale à l'époque était un nouvel assureur qui était beaucoup plus petit qu'il est qu'aujourd'hui. Okay. Et puis, en avançant à l'intérieur de la capitale, j'ai été expert en sinistre. Et à un moment donné, ben là, la capitale était devenue assez gros pour avoir un estimateur. Alors, on avait déterminé une région. Et j'ai commencé à faire de l'estimation dans cette région-là. Donc, tu as été le premier estimateur pour la capitale. Oui. C'est fou, ça! C'est fou! Moi, quand j'étais là, j'ai commencé à zéro. Il n'y avait pas de formulaire, il n'y avait pas de structure. J'ai tout monté ça. Les premiers formulaires, c'était une feuille avec un carbone et une deuxième feuille en dessous. Non! Oui. C'était comme ça. Parce qu'à l'époque, premièrement, l'estimation se faisait, il n'y avait rien d'informatique, ça se faisait tout à la mitaine. Donc, quand j'allais voir un véhicule, et la première des choses, tout se faisait en anglais. Donc, à ce moment-là, on remplissait l'estimation l'entête, le nom, l'adresse, le téléphone du client, numéro de détail du véhicule, numéro de série. Tout à la main, là. Tout à la main. Wow. Tu faisais attention de ne pas te tromper. Ouais. Si tu te trompais, tu recommençais. Et après ça, là, descendait ton estimation pièce par pièce. Un bumper cover, un renfort de pare-choc, une lumière, etc. Tout en anglais. Et pour le prix de tes pièces, on avait des livres d'une compagnie qui s'appelait Mitchell. Okay. C'était une bible, là. Il y avait à peu près 7-8 livres, ça donnait à peu près ça d'épais dans le fond de ton auto. C'était édité tous les 3 ou 4 mois de mémoire. Puis là, tu traînais ça, toi, dans ton auto. Tu traînais ça dans ton auto. Souvent, la plupart des gros carrossiers et des concessionnaires, il y en avait aussi. Okay. Donc, quand tu arrivais là, premièrement, on allait voir le véhicule chez le client et on allait rédiger l'estimation chez le garagiste. Quoi? T'avais Oui. pas de bureau, là? Pas de bureau. Fait qu'on arrivait, la plupart des garagistes, des concessionnaires, il y avait un bureau d'estimateur. OK. Mais c'était malchanceux. Tu arrivais là, il y avait déjà un estimateur en train de faire son estimé. Soit tu allais attendre dans ton char, tu faisais d'autres choses en attendant. My God, t'envoyais pas 12 par jour, là? Non, on n'en faisait pas 12 par jour. On en faisait à peu près 5 par jour. OK. Mais sur place, c'est ça. Là, on commençait pour faire le pare-choc, on faisait une estimation sur un Honda Civic. On avait notre livre de Honda, des pièces japonaises. On allait dans Honda, l'année modèle. OK. Pare-choc en avant, 242 2,7. Pare-choc avant, 242 et ça, 2,7 heures. Et ainsi de suite avec toutes les pièces. Et après ça, on faisait notre total à calculatrice, calculer nos pièces. Tout à la main, manuellement. Tout à la main, calculer nos temps à la main. Tu avais les temps de peinture, les temps de réparation séparés. Tu faisais le total avec le taux horaire, calculait les taxes. Merci beaucoup, bonjour. Ça donnait un montant Y. Le garagiste regardait ça, il était d'accord. Il l'étampait, il la signait. Tu laissais une copie. On arrivait à la maison. Avant d'arriver à la maison, on allait porter notre bobine de film
chez notre dépositaire de caméra. Il nous imprimait nos photos qu'on recevait le lendemain. Le lendemain, on faisait du bricolage. On recollait nos photos, brochait ça avec notre estimation qu'on a faite la veille et on allait porter ça chez l'assureur. Fait qu'il y avait des vraies photos. Des vraies photos, oui. Le Polaroid, là, ou soit le Polaroid ou bien un appareil photo régulier, là. Incroyable. Ouais, c'était ça. Fait que, puis, tranquillement, pas vite, mais là, tu avais beaucoup moins de suppléments parce que ballon gonflable, ça n'existait pas. C'est vrai. C'est ça, moi j'ai commencé au début des années 90, fin des années 80, en 88. Okay. Ballon gonflable, ça n'existait pratiquement pas. Des ceintures avec des pétards dedans, ça n'existait pas non plus. Des caméras, il n'y avait absolument rien. Fait que je te dirais qu'on avait à peu près entre 15 et 20% de nos dossiers qu'on devait retravailler. C'était loin des de la majorité. C'est ça, c'est pas. Puis des différences de prix de pièces, il n'y en avait pratiquement pas. Non. Parce que c'était pratiquement semblable pour un véhicule. Fait que, c'est fou, ça! Oui, ça fait que ça dérangeait. Tout le monde travaillait avec ça. Puis s'il y avait une petite différence de prix de pièces, des fois ça compensait Des fois, il y en avait des plus, des vents, des moins. Puis, ça se balançait à la fin pas mal. Tandis que les différences de prix de pièces, c'était pas majeur aussi. Aujourd'hui, une lumière, une différence pour le même véhicule, une lumière, tu peux avoir une différence de 500$ entre un modèle et un autre. À l'époque, tu avais peut-être 10$ de différence. Fait que l'atelier en parlait même pas. On n'en parlait même pas. C'est ça. Wow! Puis là, il y avait des normes du GA quand même dans ce temps-là. Non. Ça n'existait pas encore. Non, tu n'avais pas de normes du GA. Écoute, c'était réparé selon la règle d'or de l'industrie. OK. Donc, ça paraît bien, c'est sécuritaire en théorie. Oui, en théorie. C'est ça. Fait que c'était accepté. Il y a des choses que tout le monde pensait que c'était correct jusqu'à un jour qu'on s'aperçoit non, ça ne marche pas. Là. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se rend compte que ça ne marche pas? Je ne sais pas si c'est les manufacturiers à un moment donné qui ont lancé le cri d'alarme ou les enquêtes des coronaires. Okay. On parle des renforts de pare-choc, ouais. qui fait partie de la structure du véhicule. Je crois qu'il y a eu aux États-Unis les enquêtes d'accident. Il y a un terme pour ça qui m'échappe. Aussi qui font des tests sur les véhicules avec des crash tests donnés et qui s'apercevaient que la structure des véhicules, les carrosseries monocoques, ça pouvait changer le travail de la carrosserie monocoque, le fait qu'on réparait des renforts plutôt que de remplacer. Fait que là, ça a commencé à allumer des choses. Et puis, il y avait aussi, à un moment donné, les pièces après marché. Il y a eu à un moment donné un relâchement de qualité. Tu achetais une lumière à 39,95, tu n'avais pour 39,95 aussi. Ça, à un moment donné, on dit, wow, il a fallu qu'il y ait une structure qui s'installe. C'est ça pour dire, non, ça c'est trop bas de gamme, on n'installera pas ça, parce que c'est pas... Il faut rester un petit peu dans les standards de garder le véhicule du client sécuritaire. Sécuritaire, puis aussi les normes du manufacturier aussi. Là. Oui. Parce qu'eux aussi ont dû s'impliquer à quelque part dans tout ça. Là. Quand ça a commencé, les Transports Canada, ces choses-là, faisons des tests aussi. Et on dit, wow, non, ça c'est réparer de telle façon. On vient de défaire la structure du véhicule. Quand tu as un impact, si la structure ne travaille pas de la bonne façon, ton système de ballon gonflable ne travaille pas de la bonne façon, là, à ce moment-là, ça peut encourir des procédures et des poursuites. Wow! Et là, les livres ont été là combien de temps dans tout ça, avant que l'informatique arrive? Je te dirais que l'informatique est arrivée début des années 90. Grosso modo, là, vite de même, 93-94, ça a été les premiers. Là. Okay. Et c'était comme un petit peu très restreint aussi comme système informatique. On n'avait pas les accès aussi rapides qu'aujourd'hui sur des systèmes web. Ça travaillait avec un disque dur. Okay. C'était pas branché sur le web. Donc, à tous les mois, on recevait une disquette qui mettait à jour le prix des manufacturiers. Et on travaillait avec ça. Et on n'était pas branché non plus avec en courriel. Donc, on faisait l'estimation sur une tablette qu'on avait. On l'imprimait, on l'expédiait par télécopieur. OK. Et de là, ça se produisait. Tu faisais l'estimation sur une tablette ou sur ton ordinateur? Sur l'ordinateur. Sur l'ordi, OK. Oui.
Il y avait les premiers qui ont sorti, on aurait pu, ça s'appelait un système Pen Pro. OK. C'était sur un ordinateur qu'on fait transporter. Le principe était beau, c'est qu'on aurait pu sortir tous les schémas de l'auto et avec un crayon, on disait qu'on a besoin de ce morceau-là, on cliquait dessus, on cliquait dessus, on cliquait dessus. Sauf que c'était pas fait pour être transporté. Le système n'était pas stable et puis après une semaine, ben, ça ne marchait plus. Fait que reboot puis on recommence, mais pendant ce temps-là, tu n'avances pas. Là, non, c'est ça. Tu arrives chez le client et ça marche. Ça prend 3 heures. C'était à peu près ça, c'était pas productif. Fait que le système devait rester. Puis il y avait aussi la curiosité. Ouais. Quand tu arrivais chez un client avec ça, ceux qui sont passionnés d'informatique, tu l'avais par-dessus ton épaule. Mais oui. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Comment ça fonctionne? Surtout que c'est leur voiture, ils veulent tout voir. Ils veulent tout voir, ils veulent tout oui. savoir. Puis en plus, ils voulaient connaître un petit peu le développement informatique de tout ça. C'était pas... Ouais, c'est ça. C'était un couteau à 2 tranchants de le transporter avec ça. Puis après ça, mais avec les intempéries, des fois, quand tes mains un petit peu plus froides, tu l'échappes à terre. Ah ouais, c'est ça. Fait que ça a pas... Fait qu'à ce moment-là, on est revenu, on prenait nos notes. OK. Et de là, il y en a qui le transportaient dans leur auto. Et puis, elle est complétée dans l'auto. OK. C'est une façon de travailler. Fait que là, dans le fond, t'es revenu à la période où tu prends des notes et là, tu arrives chez toi pour faire l'estimation à ton bureau. Tu l'imprimes, tu l'envoies par fax à l'assureur. Est-ce qu'il y avait comme un système, tu sais, parce que toi, tu étais du côté de l'assurance, mais du côté atelier, est-ce qu'eux avaient commencé à faire des estimations déjà avec ce système-là, mettons? Non. Non. Non, c'est... au début, c'était seulement des estimateurs. OK. Je pense que dans les ateliers de mémoire, ça a commencé quand les bannières sont arrivées. Ah, c'est vrai. Avec l'apparition des bannières, là, ça a commencé à rentrer le système informatique pour se relier avec les assureurs. Ouais, c'est ça. Fait qu'au début, il était relié entre l'assureur et un estimateur de l'assureur et le carrossier ensemble. C'est l'imagerie, là. C'est ça. Ça, c'est le début de l'imagerie. OK. Donc, il prenait plusieurs photos, faisait son estimation et il y avait aussi, selon la confiance qu'il y avait avec l'assureur, entre l'atelier, un maximum. OK. Aujourd'hui, 3 000 $, c'est rien sur un auto. À l'époque, c'était comme pratiquement une moyenne. Ouais. Alors, du moment que c'était 3 000, je dis un chiffre, mais c'était à peu près ça au début. OK. Il y avait comme une autorité jusqu'à 3 000. C'est un standard, dire, OK, du moment que c'est pas une voiture qui a plus que tant d'âge, qui n'a pas trop de dommages antérieurs, qui n'a pas trop de rouille. Dépendant de la condition puis de l'accident, c'était tout un peu du cas par cas. C'est ça. Mais l'ensemble des cas pouvait passer là-dessus. Okay. Et si ça dépassait un petit peu le standard ou les autorités, mais à ce moment-là, il avisait l'assureur et de là, nous autres, on allait voir le véhicule. OK, parfait. Et de là, c'est nous autres qui faisions l'estimation du ça véhicule. Tombait, ouais, c'est ça. C'est vous qui prenez le mandat de l'estimation. Exactement ça. Wow! C'est beaucoup d'évolution, hein? Jusqu'à aujourd'hui, là. Je disais tantôt, tu sais, au début, juste dire comment toute l'industrie s'est transformée. Il y a eu premièrement l'estimation qui s'est transformée, mais il y a aussi les automobiles se sont beaucoup transformés. Il y a des choses que l'on pouvait faire quand j'ai commencé dans l'automobile. Tu sais, quelqu'un qui avait un véhicule qui était accidenté dans le devant, nous autres, on appelait des recycleurs. Et on trouvait un devant de la même année ou plus récent. C'est vrai. Et de là, ben, on voyait souvent ça pour des structures en arrière. Okay. Il y avait des endroits précis pour couper le véhicule. C'était fait, le monde avait, quand on entendait ça, on avait coupé le char en deux. Les gens ils avaient peur un petit peu de ça. Mais quand c'était bien fait, souvent c'était quasiment mieux que de tout changer la structure en arrière, morceau par morceau. Là. Plutôt que d'arriver avec 25 morceaux, de faire un casse-tête. Tu arrivais déjà avec ton morceau, déjà coupé, tu remets ça à la bonne place. Quand c'était bien fait, avec les bonnes pièces, c'était pas un problème. Là. Est-ce que c'était plus souvent bien fait ou il y avait des lacunes à ce niveau-là? Écoute, comme j'ai tout le temps dit, je voyais plus souvent les véhicules rentrer à la carrosserie que de les voir sortir. Ah, c'est vrai. T'sais, nous autres, c'est assez rare que je revoyais les véhicules par la suite. Ça arrivait des fois que quand certains carrossiers avaient fait un job plus ou moins de bonne qualité, le client s'en apercevait et nous revenait là-dessus, puis il faisait une plainte à nous autres parce qu'à un moment donné, il avait été voir son carrossier, il était rendu au pied du mur, etc.
Tu sais, je dis pas que l'atelier de la carrosserie était pas bonne, mais à un moment donné, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Tu en as des meilleurs, tu en as des moins bons. Fait que tu as des opportunistes aussi. Alors, c'est ça. Puis il y avait aussi un petit peu, les clients ils étaient pas ignorants, mais ils étaient plus craintifs. Donc, après avoir repris leur véhicule, ils portaient une attention particulière et disaient ah, ça c'était pas de même avant. Oui, monsieur, votre véhicule s'est fait comme ça. Non, je suis pas sûr. On allait en voir d'autres des cours de concessionnaire, puis c'était fait pareil. Ah, ok, je l'avais pas remarqué. On dirait que le fait que le véhicule est accidenté, on remarque des choses qu'on ne remarquait pas avant. Exactement. Les gens portaient une attention plus particulière au niveau des ajustements, de la peinture, ces choses-là. Les finis. Les finis, oui, c'est ça. La finition des véhicules, le match de couleurs. Oui. Ça, c'est un enjeu, même encore aujourd'hui. Tu sais, le fait que le pare-choc est en plastique, le véhicule est fait en un autre matériau. Des fois, ça joue un peu sur la couleur. Puis... Surtout les véhicules blancs, où c'est que les pare-chocs jaunissent. Oui, exact. Puis de toute façon, même les autres couleurs, les gens s'en aperçoivent pas tout de suite que le pare-choc et les ailes ne sont pas de la même couleur. Jusqu'à ce que moi, je les faisais remarquer. Mettons, j'allais voir un véhicule, puis le pare-choc n'était pas exactement la même teinte. Je disais, votre véhicule, il va revenir 2 tons différents. Là. Regardez votre aile, votre pare-choc, c'est pas de la même couleur. C'est la même couleur, mais c'est pas de la même teinte. Ça va revenir comme ça. Ah, j'avais jamais remarqué ça. Allez voir en arrière, c'est la même chose. Mais les gens, quand ils reprenaient leur véhicule, par crainte de s'être fait flouer, avec tout ce que tu entends dans les différents médias, surtout à partir du moment où les réseaux sociaux sont arrivés, les gens, il y avait beaucoup de blabla qui se faisait. Du bon et du moins bon. Exact. Alors, à ce moment-là, ça rentre là-dessus. Dis-moi, au début, dans le fond, toi, tu as commencé en étant expert en sinistre. Oui. Qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu sais, avant qu'il y ait des évaluateurs, c'était comment ça fonctionnait, tout ça? Il y avait les bureaux du groupement des assureurs, les centres d'estimation, que ça s'appelait. Et il y avait aussi des estimateurs indépendants parce que le groupement des assureurs, à un moment donné, ne couvrait pas, je pense, certaines régions. Et aussi, tu avais les véhicules non carrossables, ou les gens qui ne peuvent pas se permettre de se rendre dans les centres d'estimation. Alors, il y avait des bureaux d'estimation indépendants. Il y en avait plusieurs. Il y en a qui sont encore là aujourd'hui, il y en a qui sont apparus, il y en a qui sont disparus. Est-ce que tu te souviens des centres dans ce temps-là? Ou? À l'époque, nous autres, la capitale, il y avait un bureau qui couvrait beaucoup le Montréal métropolitain, là, qui s'appelait le bureau Pierre Deschâtelet. Deschâtelet Estimation. Qui avait une bonne notoriété dans l'industrie. Et c'était un assureur, un bureau d'estimation qui a fait beaucoup d'estimations pour la capitale. Et puis, par la suite, lui s'est retiré de la business là, parce qu'il était rendu là un petit peu. Là. Je pense que les assurances aussi ont pris des... Tu sais, ils s'ouvraient eux-mêmes leur département d'estimation. Donc, ça faisait en sorte que lui, le volume sûrement descendait aussi de son côté. Exactement. Plus la capitale avait ses propres estimations, lui, en fin de compte, il se retrouvait à avoir seulement les restants de volume. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, quand tu arrives des périodes de pointe, mettons le lendemain d'une tempête de vent l'été, où c'est que normalement, le lundi, mardi, on pouvait recevoir une dizaine de dossiers. Là, tout d'un coup, tu en as 60. On ne pouvait pas donner le service aux clients. Donc, on en prenait un surplus et les autres s'en allaient chez des bureaux indépendants. Tu sais, des tempêtes de vent, il n'y en a pas une chance toutes les 3 semaines. Non, c'est ça. Veut pas, tranquillement, vu que son volume diminuait, mais là, son entreprise est disparue un petit peu. OK, parfait. L'évolution qui t'a le plus marqué dans tout ça? Oh mon Dieu! Moi, je te dirais qu'à partir de quand j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, la chose qui me frappe le plus, et surtout qu'on en parle avec l'écologie, c'est qu'il n'y a pratiquement plus rien qui se répare. Aujourd'hui, on remplace, pour un ensemble de raisons, on remplace des pièces. Les normes du manufacturier qui ont fait des métaux qui sont plus légers pour que les véhicules soient moins énergivores, mais ces matériaux-là qui sont plus légers se réparent pas. Ça ne se chauffe plus,
Ça ne se soude C'est plus. vrai. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup de matériaux qui ne se réparent pas pour un ensemble de Qu'est-ce raisons. qu'on fait avec tous ces débris-là? Recyclage. 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 Pour ceux qui les envoient au recyclage. Ouais, c'est ça. On les recycle-tu vraiment? Là est la question. Hein? C'est Ouais, ça. C'est exactement ça. Tu regardes les pare-chocs en plastique qui aujourd'hui sont pris avec des capteurs. Il y a beaucoup de pare-chocs avec une égratignure de 8 pouces de long. Ils ne peuvent pas le réparer parce qu'il y a un capteur. Si le capteur, il y a eu une réparation aux alentours, il est susceptible de moins bien fonctionner. Donc, s'il fonctionne moins bien, ça envoie un mauvais message à l'ordinateur. Et là, ça vient de faire le tour du véhicule parce que les véhicules sont tous informatisés. Là. Il y a plusieurs capteurs sur ton véhicule. Et là, ça, c'est une norme du manufacturier. C'est une norme du manufacturier qui est aussi une norme du GA. Là, 20 ans, on la réparait. Ouais. Ça se réparait Il n'y très avait bien. pas de capteur. Fait Il n'y avait ça pas se de réparait, capteur. là. Il enlevait le pare-choc et répare. Des fois, on peut même le faire en place. Des fois, c'était pas nécessaire Ça d'enlever. rien, ben non, Mais on ça n'avait laisse pas besoin le- les véhicules. Il y avait quand même assez d'espace pour pouvoir masquer pour la peinture. Il réparait en place, puis ça se réparait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, puis tu sais, ton espèce de pare-choc que tu ne répares pas, tu en commandes un, il est backorder, il n'est pas prêt. C'est fou. Oui, et ça prend beaucoup, beaucoup d'espace. De gestion. Et de gestion ben oui, aussi. Ben oui, ben oui. Là, toi, au moment où les normes GA arrivent, tu es déjà estimateur depuis quelques années. Oui. L'adaptation se passe comment? Parce que là, il y a une structure qui s'établit, il y a quelque chose, il y a un cadre, là, tu sais, il y a des vérificateurs. Oui, ça marche comment tout ça, là? Au début, à un moment donné, le GA s'est aperçu, je ne sais pas par qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, mais à peu près n'importe qui pouvait être estimateur sans avoir de licence, de licence, de certification et de contrôle non plus. Alors, ils ont commencé à y mettre des permis d'estimateur. Fait que ceux qui étaient dans l'industrie ont reçu le permis par clause grand-père, par droit acquis. Ah, ok, ok. Et par la suite, ceux qui devaient le devenir devaient avoir une formation, parce que de plus en plus, la formation s'en est disponible aussi. Il y avait une formation qui se donnait aux États-Unis, qui était disponible en anglais et très peu en français. Il y a une association qui s'appelle HICAR, ICAR, qui donnait des cours d'estimation et aussi de réparation et d'application des normes. Les autres étaient reliés avec les manufacturiers. Les manufacturiers, quand ils arrivaient avec des nouveaux matériaux, ils disaient pour réparer tel véhicule, le garder standard pour respecter les normes du manufacturier en cas d'impact. C'est toujours la norme en cas de deuxième impact. Ok. Si tu peux réparer le véhicule, le remettre sur la route, je sais que l'esthétique paraît bien, mais je parlais des métaux tantôt qu'on ne peut plus chauffer, parce que si tu le chauffes, il perd toute sa structure, et à ce moment-là, il va craquer, tu n'as plus de protection dans le véhicule. C'est ça. C'est pour ça qu'il a commencé à avoir plus de contrôle pour pas qu'on répare les véhicules n'importe comment. C'est sûr que l'assureur, c'est de garder les coûts le plus bas possible. Et le garagiste, c'est d'aller en chercher le maximum. Mais il faut rester tout le temps, de garder au cœur de tout ça, c'est le client. Oui. Donc, l'assureur, il doit respecter son contrat avec le client tout en gardant l'intégrité du véhicule et de remettre au client ce qu'il a droit. Tandis que le réparateur, lui aussi, c'est de donner au client ce qui lui revient, tout en gardant l'intégrité du véhicule. Mais il faut donner, oui, c'est ça. Mais il faut donner au garagiste l'opportunité d'en avoir assez à faire ce qu'il a à faire. Et on comprend très bien qu'un garagiste, c'est pas une entreprise de charité. Non. Donc, c'est normal qu'il fasse des profits. Mais à un moment donné, il ne faut pas trop en passer. Il faut pas, comme on dit, il ne faut pas ambitionner. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça. Dans le fond, là, tout est dans le milieu, là, tu sais, quand il n'y a pas de structure du tout au niveau des... pas des assureurs, mais au niveau des ateliers, là, il n'y a pas de structure. Et là, les GAA arrivent. La réponse est positive au niveau des réparations ou les gens sont plus réticents, se demandent ce qui se passe? Au début, on se demandait un petit peu ce qui se passait, quand à un moment donné, parce que le GA avait comme des inspecteurs qui passaient
il prenait une coupe d'estimation au hasard, puis il venait un petit peu contrôler notre travail. Ouais. Voir si on avait appliqué les normes du GAA, puis aussi voir s'il n'y a pas certains estimateurs qui avaient mis dans l'estimation des pièces qui n'étaient pas requises. Des choses non nécessaires. Non nécessaires. Ça a pas parce que, tu sais, les estimateurs n'ont pas tout le temps eu une belle image. Non, c'est ça. Alors, ils passaient, pas nécessairement à notre insu, mais on savait qu'éventuellement, les inspecteurs de GAA passeraient par-dessus nos dossiers. Ils ne prenaient pas tout. Ils prenaient un échantillonnaire, puis ils allaient voir en arrière. Ils disaient, OK, dans telle estimation, ça, on n'aurait pas dû le payer. Ça, on a payé ça. Par contre, ça aurait pu être réparé. OK. Mais même encore aujourd'hui, il y a encore des inspecteurs de GAA. Oui, il y en a encore. Je sais qu'il y en a encore. Moi, quand je suis parti, il y en avait encore. Wow! Je suis impressionnée de tout ça. C'est beaucoup d'informations, là. Oui. C'est... Puis, tu sais, au début, moi, quand j'ai commencé, un véhicule, les gens regardaient le véhicule, ils disaient, OK, c'est une job d'une semaine, tu me le rentres lundi, vendredi, il va être prêt. La plupart des cas, c'était souvent ça. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu regardes ça, tu me le rentres lundi, je vais t'appeler quand il va être prêt. Si ça va bien, il va être prêt de vendredi. Mais aujourd'hui, tout est compact. Donc, une fois que le véhicule est démonté, il y a des surprises. On doit commander de réparateurs, on doit commander de nouvelles pièces qui vont être disponibles quand ils vont être disponibles. Ouais, c'est ça la réalité des ateliers. C'est ça. C'est pas de la faute du client, c'est pas de la faute du réparateur, c'est pas de la faute de l'assureur. La pièce n'est pas disponible. Malheureusement, on ne peut pas rien faire avec ça. Ouais, c'est ça. On le subit. Et des pièces backorder, là, j'ai déjà vu jusqu'à 6 mois de backorder. Et c'est pas nécessairement sur un manufacturier bas de gamme. Pas de gamme. J'aime pas le mot, là, mais il y a plusieurs catégories de manufacturiers, même du haut de gamme, attendre 6 mois pour une pièce allemande. T'sais. Parce qu'elle n'est pas produite ou parce que c'est difficile de l'amener? Tu as les deux. Il y a les deux situations. Tu as les deux. Ça arrivait souvent sur les véhicules de l'année. Mettons quelqu'un qui a un 2023, c'est un nouveau modèle en 2023. Certaines pièces sont disponibles, mais des fois, des pièces plus précises ne sont pas nécessairement disponibles tout de suite. Et à ce moment-là, il faut attendre que sur la chaîne de production de pièces, qu'il y en a de disponibles pour le remplacement de pièces. Parce que ceux qui sont sur la chaîne de production, ces pièces-là, s'en vont sur la production du véhicule. Incroyable. Fait que tu ne peux pas les avoir pour l'automobile. Donc, il faut attendre que ces pièces-là soient disponibles pour le marché des pièces. Imagine quelqu'un qui n'est pas dans l'automobile du tout, là, puis qui achète une voiture neuve. Tu as zéro ce genre de réflexion-là. Tu es tout enthousiaste de t'acheter une voiture neuve, puis tu te dis pas si j'ai un accident la semaine prochaine, je m'en passe pendant 6 mois de temps. Là, ça peut arriver. Ben oui. Et tu peux avoir ça sur un véhicule, mais toi, tu continues tes paiements, hein? Oui, c'est ça. Là, le client, il n'est pas content trop. Ouais, non. Et si tu as une voiture de saison, tu sais, quelqu'un qui a un cabriolet. Tu perds une année, là. C'est ça. Tu perds la saison. Tu perds la saison au complet, ils ont comme out. Ce que les concessionnaires faisaient à l'époque, au début, ils pouvaient faire ça, certaines pièces, pour rendre service aux clients, ils prenaient sur un véhicule qui avait en inventaire dans le cours. Sur certaines pièces, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. C'est ça. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre une porte sur un véhicule en inventaire. Si on revient à l'évaluation, quand tu es parti, toi, tu as pris ta retraite il y a 2 ans? 2 ans. 2 ans. Quand tu es parti, ta réalité, c'était quoi? Ma réalité. Je te dirais, ma plus grande aberration, moi, je trouvais, c'était comment le système informatique des véhicules. Autant c'est pratique pour la conduite, mais autant ça devient problématique en cours de réparation. Les programmations de ces choses-là, la chose aussi simple que de remplacer un miroir, juste remplacer un miroir, que tu dois retourner chez le concessionnaire pour le faire programmer, pour qu'il soit adapté à toutes les différentes composantes électroniques de ton véhicule, les angles morts, les clignotants, les avertisseurs, les différents avertisseurs. Il faut que ça devienne plus compliqué. Autrefois, moi, quand j'ai commencé, un miroir, ça prenait 15 minutes de poser ça. Là, on trouvait ça chez un recycleur. Un miroir pour un Honda Civic, tu appelais là, merci beaucoup, bonjour, il y en a un. Ça coûte tant, merci, bonjour, c'est réglé. Aujourd'hui, le miroir va arriver,
Après ça, il fallait le faire programmer. Ça prend beaucoup de gestion, là. C'est complètement autre chose, là. Et ça fait que, tu sais, le client qui, le jeudi soir, a eu un pépin, le vendredi, pour y donner un coup de main, à ce moment-là, on achetait un miroir, on l'installait, puis tu repartais, on réparera ta porte plus tard. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre ça, là, tu sais. Okay. Quand on achète une voiture là, au concessionnaire, là, on est impressionné par toutes les nouvelles technologies, par toutes les nouvelles fonctions que les voitures peuvent avoir, mais on n'a pas conscience de tout le travail que ça engendre en arrière de ça. Tu sais, nous, en carrosserie, quand on les répare, on fait les choses pour le remettre comme ça, mais aussi au niveau de la manufacture, eux, faut qu'ils l'établissent, toutes ces fonctions-là. Là. C'est fou. C'est parce que toutes ces choses-là sont reliées tous ensemble. Alors, tu sais, autrefois, là, dans un véhicule, du filage, là, il y en avait qui partaient de la lumière, qui s'en allaient à la batterie. That's it. À boîte à fioul, à batterie. Aujourd'hui, écoute, tu as un fil qui s'envoie à la porte, mais écoute, dans la porte, tu en as pour le door lock, tu en as pour le vitre électrique, tu en as pour le miroir. Tu as le fil grosse dans le exactement ça. Ah, ouais. Ce qui arrive, c'est que quand un de ces fils-là est coupé, et tu ne sais pas c'est lequel, tu peux chercher pendant des heures. Tu peux chercher pendant des heures pour essayer de savoir où il y a un fil de coupé dans quelqu'un qui a fait un embardé dans le champ, en dessous, puis une place est accrochée une branche, qu'il y a un fil qui a débranché. Mais personne ne le voit. Branche ça sur l'ordinateur pour essayer de trouver le code. c'est ça. Lui, il envoie des codes pour dire que ça ne marche pas là. Tel capteur ne fonctionne pas. Je change de capteur, mais ça ne marche pas plus. Non. Il faut reculer pour aller voir jusqu'où et trouver où est le problème pour savoir qu'à un moment donné, que le courant ne passe pas du point A au point B. Et là, ma question, ce genre de réparation-là, tu mets ça comment sur une estimation? C'est-à-dire recherche informatique. Puis ça se fait chez le concessionnaire, ce genre de truc-là, ou c'est le débosseur qui s'occupe de ça? Si le débosseur a tous les programmes des manufacturiers pour en avoir accès, il peut aller le chercher, mais le manufacturier puis le carrossier, si ce n'est pas dans sa marque, l'information n'est pas toute disponible. Fait que souvent, tu ne peux pas avoir l'information, donc on doit aller chez le concessionnaire. Là, le concessionnaire rentre dedans, puis cherche. Attends, là, tu es en train de me dire que dans le fond, il manque de communication entre le manufacturier et le carrossier. Parce que l'information, on se passe du côté du concessionnaire, mais pas au niveau de la carrosserie. C'est ça. Parce que le manufacturier veut garder le plus grand contrôle pour ses carrossiers à lui. Oui, c'est sûr. C'est pour un petit peu nourrir son carrossier, mais surtout c'est pour avoir un contrôle sur la qualité des réparations. Aussi, mais oui. Toujours, comme je disais tantôt, au deuxième impact. S'il arrive un deuxième accident, qu'il n'y ait pas de gens blessés, puis éviter les recours et ces choses-là. Wow, c'est intéressant. C'est ça. Et c'est pour ça, l'histoire de remettre le véhicule dans l'état d'origine, les ballons gonflables. Il n'y a pas de ballon gonflable usagé d'installer dans le véhicule. Il y en a peut-être, mais sur les estimations, c'est tout le temps des pièces neuves d'origine. Obligatoire. Obligatoire, pour l'instant, oui. Okay. En tout cas, du moins quand j'ai quitté l'industrie il y a 2 ans. Oui, c'est toujours des pièces neuves d'origine, ce qui fait qu'encore une fois, tu dois attendre des fois la disponibilité de la pièce. Le véhicule tout réparé, mais pas de ballon gonflable. Le garagiste ne veut pas remettre le véhicule au client. Tout d'un coup qu'il y aurait un deuxième accident et que l'accident est majeur, personne blessé. Ça fait comme toute une chaîne juste de se protéger pour les recours parce que le véhicule n'est pas remis comme il était au début. C'est toujours de le remettre à l'état d'origine. Qu'est-ce qui t'a gardé comme, tu sais, à travers ces 35 années-là d'estimation, là, y a-tu, tu sais, il doit y avoir quelque chose qui t'a gardé passionné par ce milieu-là ou c'était juste que c'était ton champ d'expertise? Ou... Bien, c'est sûr que il y a beaucoup de choses dans tout ça, mais la première des choses, c'est tout le temps le contact avec l'automobile. Okay. Rencontrer des gens différents tous les jours. Ouais. Bon, c'est sûr que je m'étais créé un réseau
de connaissances dans les garagistes. Ouais. Il y en a que on s'entendait un petit peu plus, il y en a d'autres qu'on a eu plus d'affinité. Il y en a d'autres, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais il faut comprendre un petit peu, autant lui que moi, qu'on a chacun un travail à faire. Ouais. Lui, il a son entreprise à gérer, je le comprends, je suis d'accord, sauf que moi, à un moment donné, j'ai aussi un travail à faire pour respecter, un, mon employeur, et deux, respecter mon client aussi. Là, dans le premier podcast, Jean-François avait été estimateur, puis il me disait qu'il se sentait un peu dans une machine à laver, tu sais, un peu pogné entre l'assurance, le garagiste, le client. Est-ce que toi aussi, tu avais cette impression-là ou... Je me sentais pas pogné. OK. Je me sentais un petit peu faire de l'arbitrage. OK. Ralentis tes hormones, tu peux pas payer ton voyage en Floride sur le même job que toi. Okay? Tu vas falloir que tu répartisses ça. C'était ça un petit peu. Puis de l'autre côté, ben, c'est pas un buffet ouvert pour aller piger dans le gâteau non plus. Là, okay. C'était un petit peu ça qui... tu me demandais ce qui me gardait dans tout ça. T'sais. Puis moi, j'aime conduire, j'aime être sur la route. Alors ça me permettait de me promener. C'est sûr que les journées de tempête de neige, ça ralentissait un petit peu. On arrivait en retard chez les clients. Le véhicule est enterré dans la neige. Il y avait de la neige dessus. C'était pas tout le temps. Moi, j'arrivais chez des clients au mois de juillet, une belle journée qui faisait 25 degrés. J'arrivais là en t-shirt, en pantalon. Prendre les détails. Les gens disent oui, vous avez un beau travail. Ah, l'été, c'est vrai, c'est le fun. L'hiver avec 3 pieds de neige moins exactement, en février. Là, je suis arrivé à l'heure aujourd'hui, mais en mois de février, ça peut arriver, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. Même l'été, aussi banal, un accident sur une autoroute, là, un bouchon de 20 minutes, ça te retarde. Tout est retardé. Ouais. Il y avait une règle de politesse, tu n'arrives pas chez un garagiste à midi moins 10, tout le monde va dîner. Si tu arrives là à midi moins 10, tu viens de partir à midi et quart, là. Lui, il ne peut pas dire je vais recommencer à 1h15 parce que Sylvain, le levasseur, il est passé. Non, à ce moment-là, ça. Respecter l'horaire. On respecte ça un petit peu. Il disait bon, ben regarde, je suis en retard, just too bad, je vais passer à 1h. Il arrive des imprévus. Tout comme le véhicule qu'on va voir, je ne sais jamais si ça va me prendre 10 minutes ou une demi-heure. Fait que. C'est ça. Fait que des fois, je disais au client, je donnais tout le temps un bloc d'heure. Je vais passer entre telle heure et telle heure. Puis ça me donnait une marge de manœuvre. Ben oui, puis toi, ça fait en sorte que tu as l'air fiable. Tu arrives dans le bloc d'heure que tu as prédit. Dans l'ensemble, j'étais capable de respecter ça. Okay. Puis, c'est ce qui fait que je pense que j'étais comme apprécié dans le milieu. Comme tu disais au début, vraiment. Tu avais vraiment une bonne réputation. Même encore aujourd'hui, j'ai dit à quelques personnes que tu étais l'invité aujourd'hui, puis tout le monde me faisait... Mais oui. Puis des fois, je rencontre, depuis que j'ai arrêté de travailler, des fois, je rencontre des gens qui sont encore dans l'industrie. Puis il dit, je parle un petit peu avec, il dit, hey, j'ai parlé avec un tel. Mon Dieu, c'est quelqu'un que j'ai travaillé dans les années 90. Oh, il travaille encore, puis tout ça. Souviens-toi. Les gens me souviennent, écoute, ça fait 30 ans. Parce que quand j'ai commencé, je disais tantôt, je couvrais l'Est de Montréal. Okay. Là, quand j'ai terminé, j'étais sur la Rive-Nord. Mais dans l'Est de Montréal, il y a encore des carrossiers qui sont en affaires, puis qui me connaissent. Là, tu sais. Mon père m'a déjà parlé de toi. OK. C'est qui ton père? C'est exactement ça. Ben, Sylvain, un gros merci. Merci de ta participation au projet. Ça me fait plaisir. Pour vrai, merci d'y avoir cru aussi quand on s'est croisés. Puis quand je t'en ai parlé, je suis restée surprise que tu me dises oui tout de suite et que tu embarques comme ça. J'ai été vraiment contente de ta participation. Ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt. Hein. Il y a des gens avec qui on avait plus d'infinité, plus d'affinité, excuse. À ce moment-là, c'est ça, ça fait partie des gens qu'on a gardé des beaux contacts et ça fait des beaux souvenirs. Merci, t'es super gentil. Ça me fait plaisir. Merci, puis si jamais tu as le goût de revenir me jaser, t'es le bienvenu. Ça va me faire plaisir, je te souhaite une belle continuité. Merci, t'es fin. Okay.